Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Depuis le début des années 1990, les conflits armés dans les deux provinces du Kivu et celle de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, se cristallisent dans des formes d'une rare violence. Parmi les thèses les plus fréquemment avancées pour expliquer la persistance et l'ampleur de ces drames humains se trouve celle qui affirme qu'elle est étroitement associée à la richesse de la région en minerais stratégiques. Le pays est victime d'une malédiction, d'un extractivisme mortifère. Cette thèse qui fait référence au paradigme des minerais du sang est mise en exergue par le gouvernement congolais, comme par les institutions internationales et les cercles militants occidentaux. Elle trouverait son illustration parfaite dans les Grands Lacs, cette région au relief escarpé que dessinent des collines qui surplombent les vastes étendues d'eau marquant la frontière entre la RDC et ses voisins, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Des groupes armés contrôlent les filières d'approvisionnement en minerais et, par voie de conséquence, les tensions intercommunautaires sont permanentes, créant un climat de violence à l'encontre des populations. Pour comprendre les causes des drames humains qui s'y déroulent, il convient d'identifier le rôle des principaux acteurs et les mécanismes en jeu jusqu'à la sortie des minerais au-delà des frontières du pays, tirés par des marchés extérieurs dont la forte demande est portée par des industries stratégiques, numériques, aérospatiales, défense. Les obstacles auxquels se heurtent les tentatives de moralisation des filières, qui ont pour prétention de les décontaminer de leur contenu violent, sont nombreux. La raison de leur échec est qu'elles sous-estiment l'existence de contextes locaux récalcitrants à des réformes imposées de l'extérieur et de nier l'ampleur de la cupidité des pays voisins. Quant aux solutions, un consensus semble être trouvé sur la nécessité d'une approche systémique, étant donné la profondeur de la crise qui risque de prendre une allure régionale avec la prise de Goma, la capitale du Nord Kivu, en janvier 2025, puis de Bukavu, celle du Sud Kivu, 2 semaines après, par la milice du M23, un groupe composé majoritairement de Tutsis congolais, réapparu en novembre 2021 et appuyé par les forces armées rwandaises. Il faut trouver le chemin d'une paix durable et pour cela, s'attaquer aux causes structurelles de la crise récurrente. Inévitablement, les solutions au conflit relèvent du long terme, la prédation minière et la violence endémique. Au début du présent siècle, on vit se diffuser des slogans d'activistes occidentaux dénonçant le trafic des diamants de sang, Blood Diamonds, qui commandent les logiques conflictuelles. Ils trouvaient de nombreuses illustrations sur le continent, Angola, Centrafrique, Libéria, Sierra Leone. Le paradigme des minerais de sang était né. Au même moment, des militants pour les droits humains et plusieurs associations religieuses commencèrent à faire campagne contre l'extraction des minerais provenant des zones de guerre de l'Est de la RDC, mais aussi au Zimbabwe, en République centrafricaine, en Birmanie ou encore en Colombie, à l'origine de drames humanitaires permanents. Ils organisèrent une campagne de sensibilisation des consommateurs européens baptisée « Blood Mineral », pas de sang sur mon téléphone portable. Des enquêtes d'ONG parvinrent à démontrer que la demande mondiale en minerais critiques est un facteur majeur de la conflictualité dans cette partie du monde. Les conflits congolais furent perçus comme engendrant une violence sauvage et aveugle motivée par la rapacité, comme celle qu'avait exercée la colonisation belge à ses débuts. Parmi d'autres, le Comité permanent des évêques de la RDC a repris très tôt à son compte cette explication. Il est évident que les ressources naturelles du Congo alimentent la convoitise de certaines puissances et ne sont pas étrangères à la violence que l'on impose à sa population. La dénonciation a été alimentée par les enquêtes successives menées depuis 2000 par le groupe d'experts des Nations Unies
qui révélèrent que des acteurs armés contrôlaient en toute impunité l'exploitation minière artisanale à petite échelle, MAP, ou ASM en anglais pour Artisanal and Small Scale Mining, qu'ils attaquaient les villages environnants des carrés miniers, tuaient des personnes, violaient et se livraient à la taxation frauduleuse et à la contrebande des minerais. Les rapports des experts des Nations Unies, publiés 2 fois par an, depuis 2001, se sont employés à disséquer les filières de la terreur et de la spoliation entretenues par ce qu'ils appellent les réseaux d'élite, qui tirent leurs recettes de diverses activités. Exportation frauduleuse de minerais, mais aussi pour certaines importations d'armes et d'équipements, blanchiment d'argent, évasion fiscale, émission et trafic de fausses monnaies. Dans le rapport d'octobre 2002, les experts mirent en évidence l'implication de 80 sociétés internationales agissant en violation du Code de bonne conduite de l'OCDE. Les 3/4 des firmes citées étaient enregistrées en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. D'autres étaient domiciliées à Hong Kong, en Malaisie, au Kazakhstan, à Saint Kitts Nevis, en Israël. Cette longue liste apporta la preuve que le pillage était systémique et systématique, pour reprendre les termes du rapport. Nonobstant les dénonciations, les anciennes pratiques ont continué sans contrainte. La Cour pénale internationale n'a jamais engagé de poursuite contre un complice du pillage du Congo. Si dans l'ensemble les conflits ont été motivés par des griefs, ils ont été rendus logistiquement possibles par le financement provenant de l'exploitation des ressources naturelles 1, expliquèrent les Nations Unies. Certaines ONG internationales, comme Enough Project, se concentrèrent sur cette explication des conflits aisément compréhensibles pour l'opinion publique occidentale sensible au discours sur les droits humains et qui a ensuite donné naissance à plusieurs programmes que nous présenterons plus loin. L'argument sert depuis longtemps aux autorités de la RDC. Les téléphones que vous avez ici dans vos pays contiennent le sang des Congolais, a encore déclaré Félix Tshisekedi lors de l'interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle le 2 mai 2024. Chacun des rapports des Nations Unies apporte des précisions sur ce soutien du Rwanda qui trouve un prétexte dans la menace que représenteraient les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Cette milice est composée d'anciens Interahamwe associés aux soldats Hutus des ex-phares rwandais, réfugiés au Congo après le génocide de 1994. Le nombre de ses membres est tombé à 1 millier en 2024, selon des sources locales, mais leur identification n'est pas facile d'autant qu'ils se fondent au sein d'une nébuleuse de groupes locaux. La question de leur retour au Rwanda, de leur relocalisation en RDC ou de leur éradication, pure et simple, a toujours été au cœur de la querelle entre la RDC et le Rwanda. À suivre, merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Les ressources minières convoitées. Dans la longue durée, des enjeux qui mettent en scène la démographie et l'occupation de l'espace dans les territoires des Grands Lacs nourrissent les tensions ethniques, exacerbées par les haines accumulées pendant des décennies. Le processus est surdéterminé par l'appartenance ethnique, par l'appât du gain, par le pillage des richesses minières, forestières et agricoles, et par tous les engrenages de la violence dus aux carences de la démocratie. Tout cela génère une économie de prédation, avec la possibilité d'un écocide dans les Grands Lacs. L'exploitation anarchique des ressources minières doit donc être considérée comme un facteur aggravant dans l'origine et la poursuite des conflits, et la violence endémique qui règne dans l'est du Congo est amplifiée par la militarisation de cette économie et la fraude massive qui y règne. Les minerais de la région orientale du pays les plus convoités sont l'or ainsi que les 3 minerais connus sous l'appellation 3T, tin, tantalum, tungstène. L'étain, le tantal et le tungstène. Ni le cobalt ni le cuivre du Katanga, autre minerai très recherché, et pas davantage le diamant du Kasaï, autre richesse du pays, ne relèvent de la même problématique. Ils sont inscrits dans une histoire et une géographie différentes. L'essentiel des gisements aurifères de la RDC est concentré dans les provinces du Haut-Uélé, du Lualaba, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Maniema. Un 100 000 sites miniers, 18 entreprises industrielles et 200 exploitations artisanales et semi-industrielles sont recensées par le ministère des Mines. Même à petite échelle, exploitées artisanalement,
les gisements sont très productifs. Les orpailleurs EMAPE vendent de petites quantités d'or sur le site où il a été extrait, en vendant sur d'achat d'or dans les grands villages ou les villes. L'espace dans lequel les commerçants, petits et grands, opèrent est très précaire. Il n'y a pas d'infrastructure, les installations bancaires sont absentes, les routes sont de mauvaise qualité et peu sûres, ce qui rend difficile pour les commerçants de transporter des quantités importantes d'argent en liquide et d'or 1. Les grands commerçants augmentent la pureté de l'or, le fondant en une barre dorée. En règle générale, ils accumulent 250 à 2500 grammes de barres dorées avant de les vendre à des comptoirs qui organisent leur vente à l'exportation. La mine à ciel ouvert de Kibali, à côté de la ville de Doko, à la frontière ougandaise, est la seule répondant aux standards internationaux d'eux. Avec 6500 employés, elle exploite une des plus grandes mines d'or au monde et aussi la plus automatisée grâce à ses 3 centrales hydroélectriques. La production totale de la mine en 2023 a atteint 762 222 onces d'or. La mine appartient à Kibali Gold Mines SA, une coentreprise détenue à 45% par Barrick Gold et le géant minier international Anglo Gold Ashanti, et à 10% par la société minière de Kilomoto, Sokimo, une société d'État. Elle est autorisée à exploiter cette mine et 17 autres sites adjacents, couvrant une vaste zone. Lorsque Barrick Gold, l'exploitant canadien, a démarré la construction des installations de Kibali en 2009, cette région était l'une des plus pauvres de la RDC. La valeur créée et l'infrastructure construite ont transformé la région en une nouvelle frontière économique et un carrefour commercial prospère, avec une communauté qui est passée de 30 000 personnes en 2009 à plus de 500 000 personnes. Des compagnies minières chinoises semi-industrielles sont aussi disséminées sur les zones d'exploitation d'Ashanti Goldfield Kilo, AGK, mais leurs propriétaires affirment travailler en toute légalité, en utilisant les licences de la Sokimo. En dehors de Kibali, les orpailleurs, pour qui l'exploitation minière constitue la principale stratégie de subsistance, sont des dizaines de milliers à travailler sur les sites de la Sokimo, qui disposent de droits exclusifs pour l'exploitation de l'or sur 83 000 km² dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé. Ces sites ne sont pas exploités industriellement. Les orpailleurs doivent remettre 30% de l'or qu'ils extraient à la Sokimo, plus 50% au chef du puits 3. Il ne leur reste donc pas grand-chose. La société publique réclame 30% au motif que les orpailleurs n'ont pas de titre d'exploitation. Mais comme certains sont d'anciens combattants des différentes guerres civiles en Ituri et qu'ils n'ont pas rendu leurs armes, aucune tentative sérieuse n'a été entreprise pour les contraindre à quitter les sites. Plus les mineurs mettent de temps à trouver de l'or, plus ils s'endettent auprès des chefs de puits, et lorsqu'ils trouvent enfin un bon filon, plus grande est la part de leur production qu'ils doivent céder pour rembourser leurs dettes. Comme dans tous les sites d'exploitation artisanale en RDC, la misère est le lot quotidien de ces nouveaux damnés du sous-sol. Dans le Sud Kivu, les activités d'extraction d'or d'entreprises semi-industrielles, qui opèrent souvent avec des capitaux chinois, ont augmenté à la suite de l'arrivée d'acteurs tels que Congo Bluant Minerals dans les territoires de Mwenga et Shabunda et de la société orientale Ressources Congo à Mwenga. 5 entreprises chinoises ont été accusées en 2021 d'utiliser des coopératives comme FACAD pour avoir accès à des permis d'exploitation. L'exploitation des sites aurifères de la chefferie de Wamuzimu suscitait le mécontentement des communautés locales parce que les dégâts provoqués par ces sociétés s'étaient multipliés. Pollution des rivières, destruction des champs et des étangs piscicoles sans indemnisation, arrestations abusives par les militaires chargés de la sécurisation des sites. La militarisation de ces exploitations illégales engendre en outre des violences contre les civils. On estime que 98% de l'or artisanal sort en contrebande de la RDC, selon les données d'impact de 20 211. 23 tonnes, sur une production de 41 tonnes, sont estimées non déclarées. Au prix de l'or début 2025, cette estimation en poids correspond à une valeur annuelle de 1,7 milliard de dollars. L'État congolais ne perçoit évidemment aucun revenu sur ces flux. Le coltan, la cassitérite et le tungstène, 3T, le nombre total de mineurs artisanaux, les creuseurs, engagés dans l'extraction des 3T dans la région des Grands Lacs, n'est pas connu avec précision. Les données évoquent un nombre se situant entre 50 000 et 200 000, variable en fonction des saisons, des prix de vente et de différents facteurs, comme la sécurité ambiante. Le terme courant, coltan, contraction de colombo-tantalite, est utilisé en Afrique centrale pour désigner un minerai contenant le tantal, Ta, et le niobium, Nb, 2 métaux stratégiques pour les technologies modernes. Il se situe dans la ceinture stanifère qui s'étend de la province du Nord Kivu au nord du Katanga, en passant par les provinces du Sud Kivu, du Maniema,
les districts de Manono et de Mitwaba. Il est vain de rechercher le coltan en dehors de ce couloir de l'Est du pays, long d'environ 700 km et large de 250 km, avec un maximum de 400 km, atteint au Sud Kivu et au Maniema. La production artisanale a représenté 90% de la production au cours des dernières années. Le minerai est en effet aisément accessible et se prête aux techniques relativement simples d'extraction et de traitement. Cohabitent cependant avec les EMAP quelques grandes mines de coltan, sur des gisements importants, fournissant du travail à plusieurs milliers de mineurs. Alors que les sites miniers artisanaux produisent généralement moins de 3 tonnes de concentré de coltan par mois, plusieurs mines ont atteint des niveaux de production nettement supérieurs. Manono a déclaré jusqu'à 15 tonnes, Kisengo jusqu'à 30 tonnes et Bibatama jusqu'à 80 tonnes de production de concentré de coltan par mois d'eux. Le prix payé à la mine est directement ajusté sur le cours mondial. Celui de l'étain se fixe au London Metal Exchange, LME. Le LME a un statut quasi mythologique auprès des creuseurs qui ignorent évidemment tous des mécanismes des marchés internationaux. Certains s'interrogent innocemment, mais pourquoi M. Elemi, LME, est-il si tyrannique avec nous avec ses prix si bas? Tel un diable. Un minerai composé de dioxyde d'étain, SNO2, la cassitérite, est très présente dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Shabunda et dans le Nord Kivu à Walikale et sur le plateau de Masisi. L'étain extrait est employé dans la fabrication du fer blanc, dans divers emballages alimentaires et surtout dans les circuits électroniques des équipements informatiques. Son extraction date de l'époque coloniale, vers les années 1930. Le mode de production artisanale prévaut encore, mais la production industrielle de grande envergure gagne du terrain avec la mise en production d'une mine souterraine importante en 2019 à Bizier, dans la région du Nord Kivu. Le Canadien Alphamin Resources extrait le minerai de Mpama North, le gisement le plus riche du monde en étain, avec une teneur moyenne de 4,5% SiN. À titre de comparaison, la teneur moyenne en minerai d'étain se situe en général à environ 0,8 à 1%. Bizier produit environ 4% de la production mondiale. Enfin, le tungstène, ou wolfram, quant à lui, est un métal très résistant à la corrosion aux acides et à l'oxydation. Il est connu pour son point de fusion qui, à des températures de 3400 degrés Celsius, est le plus élevé de tous les métaux. Il se combine avec le carbone pour former un carbure de dureté très élevé. En alliage avec les aciers, il augmente leur solidité et leur résistance à la chaleur. La Chine est considérée comme le plus grand producteur de ce métal. La RDC, dont la production provient de l'Est, mais aussi du Katanga, est un petit acteur sur le marché mondial. À suivre, merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays,